sur le thème de l'expertise conventionnelle, qui est un thème extrêmement important pour tous, qu'on soit avocat, magistrat, chef d'entreprise, médiateur. Et vous connaissez tous maintenant dans le détail le décret du 18 juillet 2025 et la circulaire du 19 juillet, mais on se rend compte qu'en pratique, c'est pas si facile que ça. Donc nous avons deux grands spécialistes qui sont membres de l'IEM naturellement, sachant que l'IEM est particulièrement bien placé pour vous parler de tout ça, puisque nous sommes une association qui regroupons à la fois des médiateurs et des experts. Donc, on a une connaissance transversale des problèmes et le dialogue est toujours présent au sein de l'IEM entre les membres. Et nous aurons Marine Guggen, qui est avocat, associée du cabinet Aristi et qui a une très grande pratique des expertises pour nous expliquer quelle doit être la démarche de l'avocat. Et pour lui répondre, nous avons la chance d'avoir Dominique Loncou, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, expert agréé près la Cour de cassation, président d'honneur du Conseil national des experts de justice, qui va nous dire quelle doit être la démarche après la démarche de l'avocat, quelle doit être la réponse de l'expert. Et exceptionnellement, nous aurons la grande chance et l'honneur d'accueillir Madame Karine Toiti, qui est vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, qui est référente médiation et qui est une des magistrates qui est à la pointe de la promotion de l'amiable dans les juridictions. Alors Marine, à toi de jouer. Quelle doit être la démarche de l'avocat? Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expertise conventionnelle? L'expertise conventionnelle, c'est extrêmement simple. C'est comme l'expertise judiciaire, sauf qu'au lieu de passer par le juge, elle est organisée par les parties et par les avocats. Donc, dans quel contexte on peut la mettre en œuvre? Vous pouvez la mettre en œuvre alors même qu'aucun tribunal n'est saisi, au stade où il y a une difficulté qui est apparue et que les parties discutent qu'elles ont saisi des avocats. Vous pouvez la mettre en œuvre alors même qu'une procédure de référé a été engagée. Vous pouvez la mettre en œuvre alors même qu'une procédure au fond a été engagée ou dans le cadre d'une médiation. Elle répond à quel besoin? Elle répond soit à un besoin d'un avis technique, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme la consultation du code de procédure civile qui est très peu utilisé, ou si vous avez besoin d'une véritable expertise avec détermination, origine, cause, responsabilité, travaux réparatoires, chiffrage des préjudices. Alors, quelle est la démarche de l'avocat? Première étape, la proposer au client. Donc, évidemment, on la propose en client en faisant valoir tous les avantages de l'expertise conventionnelle. Sa rapidité, son coût, vous maîtrisez évidemment l'expert que vous désignez, puisque c'est vous qui choisissez. Vous maîtrisez la mission, les chefs de mission, puisque quelquefois on propose une mission, mais qui n'est pas la mission qui est ordonnée par le juge ou qui est rédigée par le greffe. Donc, vous maîtrisez et elle est en plus un outil extrêmement flexible que vous allez pouvoir interrompre, suspendre quand vous le souhaiterez. Évidemment, quand vous en parlez à votre client, vous ne cachez pas les limites de l'expertise. Les limites de l'expertise conventionnelle. Alors attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut utiliser le mot expertise conventionnelle et non pas expertise amiable. Parce que l'expertise amiable, c'est celle qui est mise en œuvre par des experts d'assurés ou d'assurance, alors que l'expertise conventionnelle, c'est bien le sujet dont on parle, qui est comme l'expertise judiciaire, mais mise en œuvre par les parties. Donc, les limites, c'est le nombre de parties, j'y reviendrai. Les besoins de mettre en cause des nouvelles parties, ça, c'est un vrai sujet, un vrai frein, une vraie limite. Alors, un intérêt procédural majeur, c'est qu'avec l'expertise conventionnelle, vous pouvez suspendre la prescription. Dans certains cas, elle est suspendue automatiquement. Dans d'autres cas, vous pouvez insérer une clause qui suspend les prescriptions. J'attire à ce stade l'attention des confrères qui interviennent dans des dossiers de construction. Attention, l'expertise conventionnelle n'interrompt pas les forclusions. Donc, quand il y a des forclusions, des garanties légales à interrompre, vous êtes obligé d'assigner. Mais ça ne vous empêche nullement de mettre en œuvre une expertise conventionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des sujets où il y a des forclusions à interrompre que c'est exclusif de l'expertise conventionnelle. C'était la première étape. Alors, vous avez convaincu votre client. La deuxième étape, il faut la proposer au confrère, à la partie adverse. Donc, option numéro 1, le juge n'est pas encore saisi. Donc là, vous écrivez à la partie adverse par courrier ou si vous avez déjà un confrère qui intervient, vous écrivez à votre confrère pour lui proposer une expertise conventionnelle. Moi, ce que je vous suggère, c'est de l'appeler. Une fois que vous lui avez proposé, vous l'appelez. Pourquoi? Moi, je l'ai expérimenté. Quasiment 100% des confrères à qui je la propose ne connaissent pas trop bien.
Et le fait de pouvoir échanger par téléphone, leur expliquer, c'est beaucoup plus simple, ça décomplexifie la chose. Vous pouvez même proposer de la rédiger vous-même, puisque vous allez la pratiquer, donc vous avez des matrices. Vous proposez, soit vous dites à la partie adverse, écoutez, je vous propose de choisir 3 noms d'experts sur telle liste. Donc, vous pouvez aller sur les listes de cours d'appel ou sur les listes d'experts de l'IAF. Soit vous proposez vous-même 3 noms et vous dites à la partie adverse, choisissez un nom parmi ces 3, évidemment dans les compétences concernées. Option numéro 2, un juge a déjà été saisi, soit en référé, soit au fond. Si vous êtes en demande, c'est le juge. Ce que je vous conseille, si vous souhaitez promouvoir et mettre en œuvre et proposer une expertise conventionnelle, écrivez-le dans votre assignation. Vous assignez, saisissez les juges, mais dès l'assignation, vous mentionnez dans votre assignation que vous proposez une expertise conventionnelle. Comme ça, la partie adverse et l'avocat adverse, dès qu'il aura connaissance de votre assignation, il saura que vous êtes enclin à mettre en œuvre une expertise conventionnelle et vous pourrez échanger avec lui. Une fois que tous les avocats sont constitués, vous proposez une expertise conventionnelle. Si vous êtes en défense, vous pouvez également le faire puisque vous avez le nom de l'avocat du demandeur sur l'assignation. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a des délais de forclusion? Donc, vous êtes en demande, vous avez interrompu vos délais de forclusion, vous avez mentionné dans votre assignation que vous proposez une expertise conventionnelle, vous la proposez au confrère et vous présentez devant le juge. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous demandez un délai de consignation très lointain. L'ordonnance, elle est rendue. Je vous rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le fait de ne pas consigner ne remet pas en cause l'interruption des délais de prescription et donc de forclusion. Donc, vous ne perdez pas le bénéfice de votre ordonnance qui a interrompu vos délais de forclusion. C'est une pratique qui est faite notamment par le tribunal judiciaire de Nanterre. Et Madame Toiti, qui est présente, est en effet extrêmement promotrice de l'expertise conventionnelle et c'est une pratique qu'elle propose d'avoir un délai de consignation lointain pour pouvoir permettre aux parties de pouvoir mettre en œuvre une expertise conventionnelle. Troisième étape, vous avez eu l'accord de votre confrère, donc maintenant, il faut rédiger la convention. Donc, les articles qui régissent cette convention, ce sont les articles 131 à 131.8 du Code de procédure civile, qui découle du décret du 18 juillet 2025, qui a codifié le Code de procédure civile depuis le 1er septembre 2025. Il y a évidemment différents types d'expertise. Vous avez un peu 3 cas d'instrumentum. Soit vous utilisez la convention de procédure participative avec des actes contresignés par avocat, soit vous utilisez la convention d'instruction conventionnelle simplifiée, c'est mes fameux articles 131 à 131.8, c'est ce que moi j'utilise. Soit dans le cadre d'une médiation, vous désignez l'expert par un acte contresigné par avocat. L'objet de l'expertise, vous pouvez tout faire avec cette expertise. Vous pouvez faire des constatations. On le sait très bien, quelquefois, il y a juste besoin de constatations. Et une fois que les constatations ont été opérées de manière contradictoire et opposable, les parties pourront échanger. On n'a pas besoin de mettre en œuvre une expertise judiciaire ultra lourde telle qu'on la connaît classiquement. Vous pouvez aussi mettre en œuvre des consultations, ce qu'on appelle des avis techniques amiables, des avis techniques qui vous permettent d'avoir l'avis technique d'un expert sur un point précis. Et une fois que l'expert s'est prononcé, après, vous décidez, chaque partie décide des suites. Soit vous arrivez à vous mettre d'accord amiablement, soit vous n'y arrivez pas. Et à ce moment-là, vous avez ce rapport, on va le voir, qui a valeur de rapport d'expertise judiciaire, et la partie la plus diligente saisit le juge. Soit c'est une expertise, comme on la connaît, avec détermination, cause origine, imputabilité, travaux réparatoires, etc. Alors, concrètement, où trouver des modèles? Alors, vous avez un modèle de convention d'instruction conventionnelle simplifiée sur le site du CNB. Donc, si vous tapez sur Google CNB, convention d'instruction conventionnelle simplifiée, désignation d'un textien, vous tombez sur le modèle. Et vous avez aussi pour les membres de l'IEAM des modèles, et j'irai même au-delà, même un règlement, puisque la commission expertise dont je fais partie a établi un règlement d'expertise pour les expertises classiques et pour les avis techniques pour des points bien précis.
des lettres de mission, donc des sortes de conventions, et même des clauses que vous pouvez insérer dans vos contrats pour que, quand il y aura une difficulté technique, vous puissiez tout de suite aller en conventionnel. Donc, tout ça est sur le site de l'IEM et c'est extrêmement abouti. Ça a été très bien pensé et réfléchi. Et, par exemple, si vous allez en expertise conventionnelle, vous pouvez utiliser le règlement d'expertise en disant que pour toutes les clauses générales, vous vous référez au règlement d'expertise qui va devenir un peu votre vademecum ou votre référentiel s'il y a une difficulté. Sur les termes de la convention, les termes de la convention, vous verrez dans les modèles qui sont proposés, mais évidemment, il y a l'objet, il y a la durée, il y a le règlement, il y a la mission de l'expert. Enfin, c'est une convention classique et on retrouve tout ce qu'on retrouve un peu dans une ordonnance et on le retrouve et qui est convenu conventionnellement entre les parties. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir des notes, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs réunions, c'est que l'expert à chaque fois dépose une note après chaque réunion et qu'il y ait un préavis, des préconclusions et que vous puissiez adresser un dire avant le rapport définitif. La prescription. Alors, l'article, ça c'est un point important pour les avocats, l'article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue pour les conventions de médiation, donc suspendue automatiquement, pour les conventions de médiation, les conventions de conciliation et les conventions de procédure participative. Pour l'instruction conventionnelle simplifiée, ce n'est pas prévu. Donc, si vous faites, comme moi je le fais, la convention d'instruction conventionnelle simplifiée, il n'y a pas de suspension automatique de la prescription. Donc, vous devez la prévoir par une clause, puisque je rappelle que l'article 2254 du Code civil prévoit que les parties peuvent, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Donc, vous pouvez, au-delà des causes de suspension et d'interruption prévues par la loi, vous-même décider qu'un acte suspendra la prescription. Donc, je vous propose la clause suivante à inscrire dans vos conventions, conformément à l'article 2254 du Code civil, conformément à l'article 2254 du Code civil, virgule, les parties conviennent d'interrompre la prescription jusqu'au terme de la présente convention. Conformément à l'article 2254 du Code civil, virgule, les parties conviennent d'interrompre la prescription jusqu'au terme de la présente convention. Vous pouvez aussi, dans votre convention, prévoir, par exemple, des suspensions possibles, des interruptions possibles de la prescription. Par exemple, après la première réunion, en prévoyant que les parties échangeront amiablement, ou par exemple que les parties auront recours à un médiateur. Donc, vous le voyez, l'expertise conventionnelle, elle permet vraiment d'être très flexible et souple, et on est un peu détaché du carcan qui est assez lourd de l'expertise judiciaire, où une fois qu'on est parti dans l'expertise judiciaire, c'est une espèce de tunnel qui est assez difficile d'interrompre pour pouvoir se rapprocher, etc. Et quand on est englué dedans, on attend la fin du rapport d'expertise au bout de 2-3 ans. Et ça a plus éloigné les parties que ça leur a permis de se rapprocher. Donc, c'est vraiment un énorme atout de l'expertise conventionnelle. L'expert. Le texte prévoit que l'expert doit être un technicien. Donc, vous n'avez absolument pas l'obligation que ce soit un expert agréé sur les listes de cours d'appel. Alors, j'attire votre attention pour avoir fait de l'expertise conventionnelle avec des experts non agréés de cours d'appel et donc non formés aux grands principes de l'expertise, notamment le contradictoire, dans le cadre d'une de mes expertises conventionnelles, l'expert, qui n'était pas un expert agréé de cours d'appel, il était prévu dans cette expertise que l'expert était évidemment désigné par toutes les parties à la convention, mais c'est mon client qui le payait intégralement. Et donc, à la fin de sa mission, quand il a déposé son rapport, il a adressé la facture et son rapport à moi seul, avocat de la partie payante. Donc là, j'ai tout de suite écrit à l'expert en disant « Attention, monsieur l'expert, vous êtes désigné par l'ensemble des parties, donc refaites un mail et adressez tout. » Voilà, c'est vrai que faut bien expliquer notamment le contradictoire si l'expert n'est pas un expert agréé, il n'a pas forcément connaissance de tous ces principes très, très importants.
La valeur du rapport, ben ça, c'est cardinal. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette expertise conventionnelle. C'est l'article 131.8 du Code de procédure civile. Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée. En clair, une expertise conventionnelle avec acte signé par avocat, la valeur du rapport a la même valeur qu'un rapport d'expertise judiciaire. Et donc, c'est évidemment tout l'intérêt, puisque soit derrière, on arrive à se mettre d'accord, soit on n'arrive pas à se mettre d'accord, et à ce moment-là, on n'a pas perdu notre temps, on en a même beaucoup gagné, puisque derrière, si une partie veut assigner, veut solliciter des dommages et intérêts, une indemnisation, elle utilise le rapport, il a la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire, et le juge, évidemment, lui donne cette même valeur. Sur la signature de l'acte, très important, article 129-1 du Code de procédure civile. Les avocats peuvent conclure eux-mêmes des conventions d'expertise judiciaire. Qu'est-ce que ces termes impliquent? C'est que la signature des parties elle-même n'est pas requise. Donc moi, mes conventions d'expertise conventionnelle, elles sont signées par avocat uniquement. Donc du coup, bah voilà, ça c'est plus rapide. Je lance ma signature électronique. C'est les avocats qui signent. En tout cas, la signature des parties n'est pas obligatoire. Marine, je vois l'horloge qui passe. Il faut que tu passes un petit peu la parole peut-être à Dominique Lancourt. Oui, on m'a dit 20 minutes. Oui, Donc, D'accord. voilà. elle est à la fin de ses explications très claires. Merci C'est beaucoup, très Marine. intéressant, c'est passionnant, hein? Donc, dernière modalité pratique, l'intégration d'une nouvelle partie. Donc, quand vous devez intégrer une nouvelle partie, c'est très simple, vous faites un avenant. Donc, vous faites un avenant qui fait quelques lignes, vous annexez à l'avenant la convention d'expertise et la partie est intégrée aux opérations d'expertise. Et de la même manière, grande souplesse par rapport à l'expertise judiciaire, vous pouvez mettre hors de cause par avenant. Si finalement vous êtes 5 parties et que vous vous rendez compte pendant les opérations d'expertise qu'une partie n'a rien à faire là, vous faites un avenant pour mettre hors de cause qu'on ne peut pas faire aujourd'hui au judiciaire. Quatrième étape, l'avis de l'expertise. Donc c'est tout comme l'expertise judiciaire. Et dernier point, les points de vigilance. Premier point de vigilance, le nombre de parties. Aujourd'hui, très clairement, la convention d'expertise, elle se négocie. Le nom de l'expert se négocie, les termes de la convention se négocient. Donc, plus on est parti, plus c'est compliqué. Donc, le conseil que je vous donne, 2, 3, 4, peut-être 6 parties, s'il y a des assureurs et des parties, n'allez pas au-delà. Je pense que dans un premier temps, pour moi, c'est l'expertise du futur. Et dans 5 ans, on les fera à 30 parties. Aujourd'hui, voilà, soyons modestes, mettons déjà en œuvre cette expertise pour un nombre limité de parties et après, vous pourrez approfondir. La mission, n'alourdissez pas la mission, les chefs de mission, sinon vous allez faire peur aux autres parties, aux autres avocats. Plus il y a de chefs de mission, plus il y a de discussion. Donc, essayez d'aller vraiment à l'essentiel sur la mission des chefs de mission. Attestation d'assurance de l'expert. Quand vous contactez l'expert et quand il est OK pour intervenir, vous lui demandez son attestation d'assurance. D'ailleurs, moi, c'est prévu, vous voyez, dans les modèles, c'est prévu, il doit joindre son attestation d'assurance. Si l'expertise dure plus d'1 an, pensez à demander la réactualisation de son attestation d'assurance. Les honoraires de l'expert, tout est possible. Divisé par autant de parties, divisé par 2, il n'y a qu'une partie qui prend, vous faites ce que vous voulez. C'est complètement décorrélé de la valeur du rapport. Ça n'a aucun lien. Ce n'est pas parce qu'une partie prend 100% que le rapport n'a pas valeur de rapport d'expertise judiciaire. Et pour les experts, les experts appellent des provisions. Et dès qu'ils ont purgé le temps de la provision, ils appellent une nouvelle provision. Le contradictoire. Vous respectez le contradictoire dès le moment où la convention est signée. Extrêmement important. Et vous sensibilisez l'expert là-dessus. L'intervention des nouvelles parties, je vous l'ai dit, l'avenant. Attention, point de vigilance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention forcée possible en expertise conventionnelle. Si une partie ne veut pas participer, vous ne pouvez pas la traire. Et le juge d'appel ne sert pas à ça. Donc, au moment où vous la proposez à votre client et au moment où vous la proposez à des confrères, soyez sûr que toutes les parties intéressées seront là et qu'il n'y aura pas d'autres parties à mettre en cause. Sinon, ne mettez pas en œuvre une expertise conventionnelle.
Le juge d'appui, donc le juge d'appui peut être saisi si il y a des problèmes de désignation, d'exécution de la mission de rémunération. Une clause du code, la 131.3, prévoit la compétence du juge d'appui. Moi, le conseil que je vous donne, prévoyez une clause attributive de compétence dans votre convention, parce que sinon, il va y avoir des discussions au moment où il faudra saisir le juge d'appui. Ah, mais c'est telle compétence. Ah, mais non, c'est rattaché à telle compétence. Vous n'allez pas vous mettre d'accord. Vous allez perdre du temps. Donc, prévoyez dans votre convention une clause attributive de compétence pour le juge d'appui. Et dernier point, vous pouvez mettre en œuvre cette expertise conventionnelle dans le cadre de la médiation. Et dans la médiation, donc c'est pareil, un acte contresigné par avocat. Et là, dans le cadre de la médiation, choisissez de donner la valeur du rapport que vous voulez, c'est-à-dire soit officiel ou confidentiel, soit officiel, on pourra s'en servir. Et donc, du coup, vous faites l'expertise conventionnelle dont je viens de vous parler, et il aura la même valeur qu'un rapport d'expertise judiciaire, soit confidentiel, on est dans le cadre de la médiation et on veut que le rapport reste confidentiel, et le caractère aussi contraignant ou pas. Si vous le faites dans le cadre d'une médiation, soit vous vous dites, eh ben, le rapport, on le suivra, on s'engagera à le suivre, ou finalement, bah, on sera libre de le choisir ou pas. Donc, en conclusion, l'expertise conventionnelle, Pourquoi ça c'est marche pas tout mon... comme l'expertise judiciaire, les mêmes garanties, la même puissance, la même force, la même valeur, avec tout l'intérêt de la flexibilité, de la souplesse que malheureusement l'expertise judiciaire ne permet pas. Donc, je vous encourage vraiment à la pratiquer. Vous verrez, les confrères à qui je la propose et qui le font sont conquis. Derrière, bah, on sème des petites graines et ça va permettre de la faire connaître. Et derrière, moi, je la propose de plus en plus, elle est de plus en plus acceptée. Les clients aussi sont conquis, donc allez-y, n'ayez surtout pas peur et lancez-vous. Une fois que vous l'aurez fait, vous verrez, ça marche extrêmement bien. Merci beaucoup, Marine. Tu as été extrêmement claire et convaincante en soulevant tous les points pratiques qu'on attend, nous, quand on est avocat et qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. Et maintenant, nous écoutons la parole de l'expert. Quelle est la réponse de l'expert à toutes ces questions qui ont été évoquées? Dominique, à toi de jouer. Voilà, alors, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt la démarche de l'avocat et je dois apporter la réponse des experts. D'abord, on se trouve dans un contexte qui sera toujours le même, c'est qu'un justiciable cherche à faire triompher sa thèse dans un processus conflictuel et, et de toute façon, et nous allons nous retrouver dans le même système et l'expert doit apporter une réponse aux avocats. Mais je voudrais poser quatre questions, un état de fait et un état d'esprit. D'abord, les questions, quels sont les enjeux? Ensuite, quel technicien? Puis, quel est le statut du technicien ou de l'expert si le technicien est un expert? Enfin, quel contrat et sa portée? Ensuite, un état d'esprit, c'est la souplesse. Et ensuite, si vous voulez, un nouvel état d'esprit dans la recherche du processus amiable pour l'expert, ce qu'il avait déjà auparavant, mais qu'il devrait avoir davantage. Alors, les enjeux. L'enjeu, c'est d'arriver à administrer la preuve. Et on peut avoir une crainte, c'est de voir arriver un système un peu à l'anglo-saxonne de common law, avec la cross-examination, et où on perdrait un petit peu le sens de l'expertise à la française, d'ailleurs l'expertise du juge, avec un éloignement du juge qui ne revient que par le biais du juge d'appui. Alors, quel technicien? Quel technicien? Marine Guggen en a parlé. Il est certain que le texte n'a pas évoqué le terme d'expert. Même la circulaire, la circulaire évoque à un moment donné l'expertise non pas conventionnelle, mais amiable. Amiable, mais malgré tout, je crois qu'il faut retenir le terme d'expertise conventionnelle. Là, ce technicien, ce qui me pose un problème, c'est que si on choisit euh, un technicien qui n'est pas inscrit sur une liste ou un tableau dressé par une juridiction,
euh, on va perdre toutes les garanties des experts. Garantie tout d'abord de compétences, puisqu'un expert, il est choisi pour être inscrit sur une liste. Ensuite, les garanties d'aptitude au débat technique et notamment au débat contradictoire, et puis l'impartialité, l'indépendance. Et alors, j'ai remarqué d'ailleurs dans les propos de Maître Guguin, qu'il avait déjà dit lors de notre réunion préparatoire, l'attestation d'assurance de l'expert. Et avec ça, je me suis rendu compte que dans tous les colloques que j'ai animés depuis le mois de septembre, les avocats reviennent toujours sur l'assurance, la responsabilité de l'expert, et on se rend compte avec le principe de la prescription des experts. Il y a eu un article sur la revue Expert qui vient de paraître, où qui dit l'expert, il en prend pour 20 ans. Or, nous allons avec un système trop conflictuel, dangereux pour l'expert, nous sommes en train d'appauvrir les listes. C'est-à-dire que pour être expert, il faut avoir un certain... Ce sont des femmes et des hommes d'âge mûr. Eh bien, si on leur en colle pour 20 ans, excusez-moi l'expression, 20 ans pour risquer des aléas judiciaires, eh bien, nous voyons se détourner énormément de gens. Donc, du coup, le statut de l'expert peut poser une question. Pendant longtemps, nous avons cru, à partir de 1971, avec l'arrêt du Conseil d'État du 26 février arrêt Aragon, qu'on était des collaborateurs au cabinet du service public de la justice. Et là, ça aurait été la responsabilité, si nous commettions une faute, ça aurait été une faute de service, et puis, il y aurait eu une action récursoire de l'État contre nous éventuellement. Et là, on a vu dans les années 2010-2011 la Cour de cassation prendre le pas et entraîner la responsabilité délictuelle de l'expert dans les conditions de droit commun, ce qui pose un petit problème. Alors, l'expertise conventionnelle, elle est d'essence contractuelle. Et on voit qu'il peut y avoir un changement qui se trouve, un changement de statut pour l'expert qui va établir son contrat. C'est-à-dire que on ne va pas, les experts, à mon avis, moi je suis farouchement opposé au modèle du Conseil national des barreaux qui veut proposer une convention qui définit très bien la mission, ça je suis parfaitement d'accord, mais par contre qui va dire à l'expert, eh bien vous signez là. C'est-à-dire que ça revient presque à signer un chèque en blanc. Donc moi je crois que parallèlement à la convention à la convention entre avocats, doit être joint une lettre de mission de l'expert qui doit être définie de manière extrêmement précise et en précisant plusieurs choses, notamment que notre responsabilité, comme on est dans un contrat, elle deviendrait contractuelle, et contractuelle avec des aménagements. Alors, la lettre de mission, qui pour moi serait le socle juridique et opérationnel dans l'expertise conventionnelle, devrait définir les droits et obligations de chacun, mission, calendrier, honoraire, communication des pièces, modalités de restitution, et elle doit intégrer notamment tous les éléments qui figurent aux articles 131 à 131.8 du nouveau décret, les conditions de désignation, l'acceptation par le technicien, la déclaration d'impartialité, les obligations de diligence, de conscience et surtout l'aptitude à manier le contradictoire, le recours au juge d'appui, les règles de communication et de traçabilité des pièces, ça me paraît extrêmement important. Et dans le respect des règles de l'ordre public, non pas un aménagement de la prescription parce que ce n'est pas possible, mais inciter, demander aux co-contractants de respecter les termes de l'article 2224 du Code civil, c'est que la responsabilité ne pourrait être engagée que dans un délai de 5 ans à partir du moment où l'éventuelle victime a connu ou aurait dû connaître. Donc, du coup, une obligation de bonne foi du contractant. Ensuite, la limitation contractuelle, eh bien, voilà, on se trouve dans des situations parfois incroyables, c'est-à-dire que un géomètre, par exemple, fait un bornage et il commet une erreur
et sa responsabilité pour un montant d'honoraires de 1500 euros pourrait se voir engagé à des sommes extrêmement importantes. C'est ce que nous voyons actuellement dans le comité paritaire de notre contrat d'assurance. Enfin, il faut rappeler dans l'ordre de lettre de mission le secret professionnel et surtout éventuellement la confidentialité, et puis le règlement, pardon, et prévoir une clause de règlement des différends éventuellement avec le recours au juge d'appui, si ce n'a pas été prévu dans la Convention. Alors, à côté de ça, on peut faire un constat, c'est un constat d'une très 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 grande souplesse. C'est-à-dire qu'on se trouve dans l'expertise conventionnelle. euh, Moi, je l'avais intitulé dans un article que j'ai fait paraître au mois de septembre, l'expertise encadrée par opposition à un simple constat. Car si vous relisez l'article 128 troisièmement du CPC, vous retrouvez bien cette expertise encadrée, mais également, vous avez, alors je ne reviens pas sur les modalités qui ont été parfaitement bien dites par Maître Guguin. Mais si vous regardez l'article 128.3, en in fine, il y a une nouvelle mission qui autoriserait les parties à consigner des constatations ou avis d'un technicien sans recourir au dispositif des articles 131 suivants. Évidemment, cette formule qui n'est absolument pas évoquée par la circulaire pourrait poser des problèmes, car on ne sait pas quel serait ce constatant. D'un autre côté, c'est là où on voit quand même la volonté d'une très très grande souplesse. Enfin, l'articulation l'articulation entre les deux régimes. C'est-à-dire qu'il existe une complémentarité entre l'expertise conventionnelle qui pourrait précéder ou éviter une procédure judiciaire en permettant aux parties de partager un diagnostic technique ou d'évaluer les chances d'un contentieux. Je me demande d'ailleurs si cette expertise pourrait être utile pour basculer en médiation, car moi, ce qui me gêne dans la médiation, c'est que on va faire parler les gens, on a un rôle éventuellement actif, mais on n'a pas, il nous manque, comment dirais-je, un début de solution qui a été soumis à l'épreuve des faits. Enfin, en cas d'échec ou d'insuffisance, eh bien, il est possible de passer à une expertise judiciaire qui, à ce moment-là, se fera sous le contrôle du juge avec une force contraignante. Voilà, donc, voilà, enfin, Maître Guguin a évoqué la force du rapport si il a été prévu dans un acte d'avocat. Enfin, si vous voulez, le dernier point qu'il convient de constater, c'est il devrait y avoir un changement d'état d'esprit des experts dans la recherche d'une solution. C'est-à-dire que alors, faut-il le prévoir dans la Convention ou faut-il envisager une désignation d'un commun accord des parties ou bien avec un recours au juge d'appui pour que l'expert puisse avoir un rôle de facilitateur de la Convention? Là-dessus se pose la question du statut de l'expert et de sa compétence. Et là, c'est là où je suis persuadé, et l'IEM a un rôle très important à jouer en matière de formation des experts à la médiation. Et je crois, et d'ailleurs, sur l'annuaire national élaboré par le Conseil national des compagnies d'experts de justice, qui s'appelle le Manhattan, il y aura bientôt une mention avec le fait que l'expert a une formation ou un début de formation à la médiation pour pouvoir devenir expert médiateur. Mais attention, cela n'est possible que lorsque l'expert aura de façon chronologique d'abord essayé de décanter les faits, avoir accompli la mission qui lui a été confiée dans le cadre de l'expertise conventionnelle sur le plan technique, et avant de passer
à une éventuelle médiation. Après, il faudra quand même également réfléchir au retour. Après, lorsqu'on a été nommé expert, on est médiateur, et si la médiation échoue, le retour à l'expertise, dans quelles conditions cela devra se passer, avec la notion d'éléments qui ont été examinés en médiation, mais qui n'avaient pas été versés au débat contradictoire dans l'expertise. Voilà, je crois que l'essentiel, je pense que oui, oui, je suis dans les temps. Je suis dans les temps. J'ai eu peur de déborder. Euh, je crois que le juge d'appui va quand même avoir un rôle extrêmement important pour éviter une sorte de dérive vers un système à l'anglo-saxonne qui personnellement m'inquiète un tout petit peu. Et je fonde vraiment de tous mes voeux, j'espère que nous pourrons avoir un accès facile à des juges d'appui qui ne seront peut-être pas trop encombrés et qui pourront, dans un souci de rapidité, pouvoir nous répondre rapidement. Alors, je crois que pour moi, les experts, pour répondre aux enjeux qui ont été évoqués par Maître Gugin, eh bien, je crois qu'il est indispensable qu'ils se forment à la médiation, qui maîtrisent la rédaction de rapports susceptibles d'être homologués, et puis surtout qu'ils soignent bien leur lettre de mission et qu'ils anticipent l'impact de l'amiable sur la responsabilité et leur couverture assurantielle. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Je n'ai parlé finalement qu'une quinzaine de minutes. Bon, alors Dominique, bravo